Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment, Bernard, de l'invitation. Merci beaucoup à l'équipe NACRE de l'organisation de ce webinaire. Comme je le dis souvent, je m'exaspère parce qu'on ne parle pas assez souvent d'alcool en France, et notamment d'alcool et cancer, et d'avoir la possibilité comme ça de parler au niveau national de cette problématique, c'est une belle opportunité. Merci beaucoup. OK. Alors, une diapositive un peu chargée, mais qui vise à rappeler un petit peu tous les chiffres à connaître finalement sur la problématique de l'alcool. Donc, effectivement, relativement à la consommation, alors on n'arrête pas de dire que ça baisse, mais ça baisse pas tant que ça et ça ne baisse plus. On est toujours à environ 12 litres d'éthanol pur par an en 2017. Pour vous donner une idée, ça fait quand même 130, c'est per capita, hein, ça vous donne plus de 130 bouteilles de vin par an et par personne. Donc, c'est encore beaucoup. On est parmi les premiers pays de l'OCDE en termes de consommation. On a 10% de consommateurs quotidiens, 40% qui ont des jours de forte consommation dans l'année, au moins une forte consommation, hein, c'est-à-dire au moins 6 verres en une occasion. Chose importante, 10% de la population consomme 58% de l'alcool. Ça veut bien dire qu'une grosse partie de la quantité d'alcool consommée l'est par une faible partie de la population. Et puis, nos repères ont donc changé en 2017 avec le rapport d'experts INCa et Santé publique France, nous amenant comme recommandation à ne pas consommer plus de 2 verres par jour, pas tous les jours, et pas plus de 10 verres par semaine. J'y reviendrai. Une enquête récente montre que 22% des Français sont au-dessus de ces repères. Et on a grosso modo environ 10% de la population qui présente sur une période de vie entière, 10% de troubles dus à l'usage d'alcool. Et ça, c'est une donnée issue de la cohorte Constance, mais il y a des chiffres dans certains pays beaucoup plus inquiétants, hein, qui nous parlent de 10 à 30% de la population qui pourrait avoir à un moment de sa vie vraiment une consommation problématique d'alcool. Le chiffre qui me paraît le plus important au-delà de la mortalité, c'est celui de la morbidité, 60 à 200 pathologies et traumatismes associés, ce qui fait que nous, on a en France la chance d'avoir, avec l'analyse des données PMSI, une étude de 2015 qui nous dit que la consommation d'alcool est une des toutes premières causes d'hospitalisation en France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui doit déclencher une prise de conscience. Et ces chiffres sont en cours d'actualisation. Mortalité, 41 000 morts par an. De quoi on meurt principalement, justement, c'est de cancer, de pathologies aussi cardiovasculaires. Donc, c'est pas plus d'actualité de dire qu'il y aurait des effets potentiellement protecteurs de l'alcool sur nos cœurs, notre cœur et nos vaisseaux, et principalement des pathologies digestives. Et puis, on voit que bah, ça va toucher euh, environ 30 000 hommes et 11 000 femmes. Ça a un coût social, sociétal faramineux, 102 milliards, mais ce qu'il faut retenir comme peut-être échelle de grandeur, c'est que ça nous coûte en fait à la société 40 fois plus que ce que ça peut rapporter. On a une problématique aussi importante, et ça a été découvert en France en 68, c'est la problématique de l'alcoolisation fétale, qui est première cause de handicap mental, non génétique, et puis surtout qui va créer des troubles et un handicap irréversible avec des conséquences à l'âge adulte qui sont souvent sous-estimées. On parle beaucoup d'alcoolisation fétale et de problèmes périnataux à l'enfance, mais on oublie bien vite qu'on a beaucoup d'adultes également qui vont avoir cette problématique et des conséquences à long terme. Alors, autre chose d'important dont on parle très souvent, et c'est la double peine hein, quand on est touché par un trouble dû à l'usage d'alcool, c'est qu'il y a vraiment un écart, mais moi j'aime bien parler de fossé, voire de canyon, dans le traitement des troubles dus à l'usage d'alcool, puisqu'on voit ici sur la droite qu'on a moins de 10%, voire de manière optimiste 20% des personnes qui ont une consommation problématique qui sont pris en charge pour cette problématique dans l'année. Donc là, ça montre vraiment en évidence en fait un gros paradoxe. Un autre paradoxe français, c'est qu'on a énormément de problématiques de santé liées à l'alcool, beaucoup de personnes qui sont en difficulté avec leur consommation et qui ne sont pas du tout hein, repérées pour cette problématique. Un manque de consultation où on a abordé l'alcool l'année précédente quand on fait ce type d'enquête. Donc ça, c'est vraiment voilà, quelque chose de un peu dramatique à souligner vraiment, puisque c'est une des pathologies, on le voit, qui est tout à droite. Là, ça veut dire que c'est vraiment une des pathologies pour lesquelles vous avez le plus de risques de ne pas être repéré et surtout pris en charge. Alors simplement pour expliquer un petit peu, parce que je vois qu'il y a beaucoup de confusion quand on parle de ça,
Déjà, première chose, c'est que depuis 2017, nos repères ont évolué. Et donc, on ne parle plus de seuil, mais de repères. L'idée étant de dire, attention, quand on parle de seuil, on a tendance à croire que quand on est en dessous de ce seuil, on est à zéro risque, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est en ça que le message a évolué, puisqu'on ne parle plus également d'usage simple comme on parlait avant, c'est-à-dire un usage d'alcool qui ne poserait pas de problème, mais on parle maintenant de consommation à moindre risque. C'est-à-dire que c'est ce que voulait exprimer l'expertise collective, hein, c'est qu'il faut changer de paradigme et de message. C'est plutôt de dire que, attention, toute consommation d'alcool comporte un risque pour sa santé. Et c'est évident, et ça provient aussi de toutes les données sur le cancer. Si vous regardez à droite ici, d'où proviennent finalement ces nouveaux repères, c'est que vous avez ici le risque de mortalité vie entière pour la mortalité attribuable à l'alcool, et on a fixé ici des repères acceptables. C'est-à-dire que vous avez cette ligne rouge avec 1%, c'est-à-dire que on accepte que une mort, un décès sur 100 soit lié à l'alcool. Vous avez en haut les femmes, et on voit que on croise ce risque bien, entre un verre et demi et 2 verres par jour. C'est-à-dire que si on boit ici un verre et demi par jour, tous les jours pendant toute sa vie, oh, eh bien, le risque de mortalité qu'on atteint, c'est 1%. On voit pour les hommes que la courbe est un peu plus plate, hein, ça décolle moins vite et qu'on croise ici ce risque de 1% pour une consommation d'environ 2 verres et demi. Donc il y a bien une différence entre les hommes et les femmes. Il y a une vulnérabilité plus importante en termes de morbidité et de mortalité. C'est bien montré par exemple pour la cirrhose. À consommation égale, on a une incidence plus forte chez les femmes, mais il a été choisi en France pour éclaircir le message, d'avoir des repères qui ne distinguent plus les deux sexes. Donc, pas plus de 2 verres par jour, qu'on soit un homme ou une femme, mais il faut continuer à communiquer sur cette différence de vulnérabilité. Sur les 10 verres par semaine, on voit ici sur la courbe de gauche une grande étude du Lancet de 2018 qui montre de manière très intéressante que le risque de mortalité toute cause ici liée à l'alcool, eh bien, décolle ici à partir de 10 verres par semaine, justement. Donc on voit bien ici hein, les risques acceptables d'1% qui ont défini nos repères journaliers, mais on voit ici qu'en termes de mortalité aussi, que ce repère des 10 verres par semaine vraiment semble très cohérent. Et quelque chose qui inquiète beaucoup les alcooliers, c'est quand on recherche ici un nombre de verres, une consommation minimale qui n'aurait pas d'incidence sur la santé, eh bien on ne la trouve pas. C'est-à-dire qu'ici, quand on regarde le nombre d'années de vie perdues en bonne santé, eh bien il y a un impact dès le premier verre, vous avez une incidence ici sur les années de vie perdues en bonne santé. Alors, chose que vous voyez couramment dans le cancer, hein, mais c'est des belles monographies ici où on voit que finalement, on pourrait prévenir en France 40% des cas de cancer et que dans ces facteurs, eh bien, l'alcool arrive en deuxième position après le tabac. On est quand même à 8%. Et puis ici, vous avez 28 000 nouveaux cas de cancer qui seraient attribuables à l'alcool. Ici, les chiffres de 2015, je vais y revenir. Alors, quand on calcule justement la mortalité, ou ici, ces années de vie perdues en bonne santé, et qu'on regarde tous les facteurs de risque, ça c'est très important à comprendre, puisque c'est ce qui va vraiment déterminer, par exemple, le calcul des chiffres de la mortalité. C'est-à-dire qu'on va regarder pour chaque pathologie la mortalité due à cette pathologie, et dans cette pathologie, on regarde la proportion finalement de décès qui sont liés à la consommation d'alcool. Donc, bien évidemment, quand on décède d'un trouble de l'usage d'alcool, on est à 100%. Ici, c'est bien l'alcool qui est en cause. Et vous voyez ici qu'arrive très vite la cirrhose. Et puis ensuite, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cancers qui arrivent. Cancer des voies aériennes supérieures, cancer colorectal, cancer du foie et cancer du sein. Donc ça, je vais y revenir aussi, pourquoi ces sites sont touchés au niveau de l'organisme. Alors, relation dose-effet, oui, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tendance à parler sans trop savoir les repères de consommation d'alcool en général, mais ce qu'on voit et qui est très particulier avec les cancers, c'est qu'on a une belle relation dose augmentation du risque, et notamment pour certains cancers. Et le cancer, finalement, pour lequel on avait beaucoup plus discuté à l'époque, et on discutait de l'impact des faibles niveaux de consommation d'alcool sur la santé, c'était le cancer du sein. On voit ici les chiffres. Alors là, c'est 0,5 et 1. Hein. Au-dessus de 1, vous augmentez les risques, et on voit que ça décolle dès les premiers verres consommés, et ça décolle assez vite, comme ça le fait ici pour les cancers ici de la cavité buccale, de l'œsophage ou du larynx. Mais vous voyez que, bon, pour tous les cancers, c'est pas les mêmes niveaux de risque, et donc c'est pour ça que c'est important ici, quand on raisonne, de ne pas toujours se focaliser sur une seule pathologie, mais d'aller regarder un petit peu l'ensemble des pathologies pour estimer un risque global. Autre chose que j'aime bien présenter, qui est encore peut-être plus évident, plus clair, les cancers toujours attribuables à l'alcool, selon l'IARC 2020. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on regarde ici
les cancers donc, qui sont attribuables à l'alcool en fonction du niveau de consommation. Et on voit qu'à partir de 2 verres, donc si on reste en dessous des repères, finalement, les cancers liés à l'alcool, c'est déjà 15%. Hein, c'est-à-dire 15% des cancers liés à l'alcool vont être dus à des consommations finalement faibles et à moindre risque. D'accord? C'est ça qui est très important. Ensuite, vous voyez que ça augmente, eh bien ça double ici, 30 si on passe à une consommation dite à risque, c'est-à-dire on est au-dessus on consomme plus de 2 verres et jusqu'à 6 verres. Et alors là, une très forte consommation, plus de 6 verres par jour, vous voyez que ça va contribuer à 45 des cancers attribuables à l'alcool. Donc là, on a vraiment une bonne idée des niveaux de consommation et de l'incidence en termes de cancer attribuable à l'alcool. Alors, on sort de Octobre Rose, on a beaucoup parlé de cancer du sein, et donc, vous voyez, je vous mets ici simplement en focus, ici, on voit bien qu'un verre, on augmente le risque. Alors, ce n'est pas un risque énorme, bien évidemment, hein, il faut rester objectif, mais on voit ici que ça augmente de manière très linéaire, et là, à 2 verres, vous augmentez, donc on dépasse 10% d'augmentation du risque ici, dès le deuxième verre. Et vous voyez qu'on n'est pas très loin des repères. Et ça me choque toujours de voir qu'on continue à faire des campagnes Octobre Rose où on ne parle pas de l'impact de la consommation d'alcool. Des pays comme le Royaume-Uni a bien réagi, hein, puisqu'ils ont vu augmenter en flèche le nombre de cancers du sein, en se demandant pourquoi initialement la cigarette, mais plus récemment en regardant de plus près la consommation d'alcool, et on a une incidence très forte de la consommation d'alcool sur ces cancers. Autre chose également pour vous donner des repères, je trouve ce graphique ici à gauche assez intéressant où si on consomme plus de 10 verres par jour, c'est ce qu'on appelle une consommation à très haut risque, selon les repères de l'OMS, on voit qu'on perd 22 années en fait, de vie, d'espérance de vie. Et ça dépasse même, vous voyez que si on regarde dès simplement les cancers, hein, puisque maintenant on prend les cancers de plus en plus en charge de plus en plus précocement. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus, hein, si on regarde que la consommation d'alcool, vous diminuez très fortement l'espérance de vie. Pour la mortalité liée à l'alcool en 2016, 12% de toute la mortalité liée à l'alcool, c'est des cancers. Donc, vous voyez, pareil, donc, je me répète, mais c'est colorectal, foie, œsophage et les voies aériennes supérieures et le sein également. Et c'est plus que celles liées au foie. Donc, c'est ça qu'il faut voir aussi. Donc, les cancers, c'est vraiment prépondérant. C'est une des premières causes. Quand on meurt d'alcool, c'est principalement par cancer. Alors, on va rentrer un petit peu sur des déterminants environnementaux et individuels. Vous voyez ici que les facteurs de risque qui sont récapitulés ici, bien évidemment, il y a un effet selon la dose. Il y a le tabagisme, je vais y revenir, parce qu'on a tendance à isoler, à parler séparément du tabac et de l'alcool. Mais là, je pense qu'il faut prendre conscience également qu'on peut être exposé à plusieurs facteurs. Vous allez voir, c'est assez impressionnant comme risque quand on est exposé à plusieurs facteurs. Un mauvais état dentaire, eh bien oui, parce qu'il y a des bactéries qui vont métaboliser l'alcool, donner de l'acétaldéhyde qui est très toxique, très cancérigène. Des causes génétiques, je vais vous montrer dans une diapositive suivante. Déficience en folate, bien connue, pour augmenter le risque de cancer, mais également les œstrogènes ou la prise de vitamine A, et puis des lésions précancéreuses. Vous voyez vraiment, il y a beaucoup de facteurs de risque. Et je voudrais m'attarder juste 2 secondes sur l'interaction alcool-tabac. J'ai repris une étude, là, ici à droite, qui vient de sortir en 2023, qui montre vraiment de manière très claire ici que la combinaison alcool-tabac va augmenter de plus de 2 fois et demi la somme des risques indépendants de l'incidence des cancers et de la mortalité au niveau cou et tête. Donc, vous voyez ici le risque ici en bleu clair de l'alcool seul, du tabac ici en bleu foncé. C'est récapitulé ici si vous faites la somme. Mais en fait, ce qu'on observe, ce n'est pas cette somme, c'est ce niveau-là de risque, hein. On dépasse très largement les 17, pratiquement 18. Ça veut dire que vous multipliez par 2,5 comparativement à simplement une addition des 2 facteurs de risque. Donc, c'est énorme. Et là, on le voit encore mieux ici sur une vieille étude. Et ici, où vous voyez ici en abscisse la consommation de cigarettes par jour. Donc, vers la droite, vous augmentez. Et puis, et puis ici, d'avant en arrière, vous avez l'augmentation d'alcool. Vous voyez 4 verres jusqu'à 8 verres, 12 verres ou plus de 12 verres par jour. Vous voyez ici que plus on va à droite, plus on fume, et plus on va vers l'arrière de l'écran, plus on consomme de l'alcool, plus vous démultipliez, vraiment, c'est un facteur multiplicatif, le risque ici de cancer de l'œsophage. Donc ça, c'est vraiment une prise de conscience à avoir, c'est de commencer à communiquer sur l'interaction aussi alcool-tabac. Autre chose qu'il faut bien comprendre, je trouve que c'est très intéressant, c'est que on peut discuter comme ça dans le vide sur les risques et les repères, mais il faut prendre en compte aussi ce qu'on appelle la vulnérabilité génétique. Et c'est très étudié dans le champ de l'alcool, puisque je vous rappelle simplement que l'alcool est métabolisé en acétaldéhyde par une alcool déshydrogénase. L'acétaldéhyde est une molécule très toxique, c'est un cancérigène très fort, très puissant.
Et cet acétaldéhyde, il est lui-même dégradé en acétate par une aldéhyde déshydrogénase. Donc en fait, le problème, c'est qu'on a des individus ici qui vont métaboliser assez vite l'éthanol, donc produire beaucoup d'acétaldéhyde, très toxique, et qui vont peut-être aussi être en moindre capacité d'éliminer cet acétaldéhyde. Donc vous allez concentrer ce facteur toxique, et on voit ici sur des tableaux, je vous ai mis ici par exemple l'influence du génotype de l'alcool déshydrogénase sur le risque de cancer des voies aériennes supérieures, et vous avez ici les différents génotypes, c'est des variants génétiques qui vont influencer la vitesse finalement de l'efficacité de cette enzyme. Et on voit que plus vous allez vers la droite, ici, plus vous consommez, plus vous augmentez en fonction de certains polymorphismes. Et ici, le premier, le 1,1, la DH1C 1,1, vous voyez, vous êtes à 40 fois ici le risque si vous dépassez 8 verres par jour. Donc, vous voyez que ça va dépendre de votre vulnérabilité génétique, ça va dépendre aussi de votre niveau de consommation. Et on a la même chose avec l'aldéhyde déshydrogénase, ici, d'avoir au moins 2 cancers. Vous voyez, c'est astronomique, hein, on est à x54 ici, avec cette incapacité à bien dégrader l'acétaldéhyde. Vous allez démultiplier, ici, multiplier le risque d'avoir une combinaison même de cancers. Alors, autre chose, maintenant qu'on sait ça, c'est de remarquer un petit peu ce qui se fait actuellement quand on sait tout ça. Une étude assez inquiétante qui a montré que finalement, qu'est-ce qui se passe en termes de prise en charge de la consommation d'alcool chez les patients qui ont survécu, les survivants de leur cancer. C'est assez inquiétant, je trouve, hein. Donc ça nous vient des États-Unis. Plus de 30 000 participants avec un diagnostic de cancer connu. Plus de la moitié étaient des buveurs, dont 34% des buveurs à risque, hein. Donc c'est-à-dire qu'ils continuaient à boire après le diagnostic de cancer. 21% étaient des binge drinkers, ça veut dire que quand même, 20% des patients continuent à avoir des consommations massives et rapides d'alcool en dépit d'avoir été diagnostiqués pour un cancer. Et puis, bon, on peut remarquer que des diagnostics concernant le mélanome, cancer du col de l'utérus, tête et cou ou des testicules, dans cette étude, étaient associés à des probabilités plus élevées de consommation excessive d'alcool. Alors, autre chose, en France, pour donner un exemple, hein, moi j'étais très content de rencontrer le docteur Anne Stubner de l'Institut régional du cancer de Montpellier, qui a mis en place et qui a publié ici avec son équipe un programme qu'on appelle le programme STAR, prise en charge addictologique intégré au parcours de soins en cancérologie, hein, parce que le dire, c'est bien, hein, qu'il faudrait faire des choses en hépatologie ou en cancérologie, mais il faut passer à l'acte. Il faut vraiment repérer et prendre en charge pour l'usage d'alcool dans un contexte de diagnostic de pathologies qui sont potentiellement liées à l'alcool. Et vous voyez que dans cette étude, eh bien, ce qui a été mis en avant, c'est que 5 ans après le diagnostic de cancer, une personne sur 5 déclarait consommer au moins 4 fois par semaine de l'alcool. C'est énorme, et ça figure dans le rapport 1K 2018. Et que finalement, ce programme STAR, qui continue, hein, vise à accompagner, par les professionnels, bien sûr, les patients pour réduire ou arrêter leur consommation de tabac et d'alcool au cours de leur parcours de soins en cancérologie. Donc c'est tout un programme. Je vous invite, hein, si ça vous intéresse, à aller voir cette publication ou à aller voir les travaux de cet institut qui me semble vraiment aller dans la bonne voie. Juste pour continuer sur cette même ligne, juste pour dire quand même qu'on a un gros problème en France. On est très peu conscient, très peu réactif, très peu actif relativement à la prise en charge des patients qui ont une pathologie dont on sait elle pourrait être fortement, très probablement due à une consommation excessive d'alcool. J'ai mis un exemple ici d'une enquête sur différents pays européens, ici dans le cadre de l'hypertension, qui montre que vraiment la France, comparativement ici à d'autres pays, est vraiment à la traîne avec des très faibles pourcentages ici, puisqu'on voit par exemple que ici, après une hypertension, on a quelques pourcents seulement des médecins généralistes qui vont dépister au moins 70% des patients hypertendus pour la problématique alcool. Et si on continue, ici d'autres chiffres, est-ce qu'il y a une prise en charge ici de la consommation à risque d'alcool? Vous voyez que non, quelques pourcents simplement. Et si on prend l'alcoolodépendance, on est à 2%. Ça veut dire qu'une autre enquête a révélé ça aussi en France, c'est qu'on a des professionnels de santé qui se sentent très peu formés, très peu, qui ont des représentations relativement à la prise en charge de ces problématiques qui leur paraît très compliquées et qui ne font pas le travail de repérage et de prise en charge. Donc il y a un vrai problème. Les professionnels de santé sont majoritairement peu à l'aise relativement à cette problématique.
Autre chose de très choquant, hein, il faut dire les choses, c'est quand même relevé que dans le baromètre de cancer 2021, on voit ici un chiffre assez inquiétant, mais qui correspond un petit peu à l'ambiance actuelle où on parle beaucoup des effets protecteurs de l'alcool. Et dès qu'on parle d'alcool en France, on nous ramène systématiquement vers le vin, avec l'idée qu'un peu de vin eh bien, diminuerait le risque de cancer. Et ça, c'est quand même 23,5% des 15-85 ans qui pensent que boire un petit peu de vin, ça diminuerait le risque de cancer plutôt que de ne pas en boire du tout. Donc ça paraît inquiétant et ça souligne aussi le fait qu'on manque de communication agressive et notamment des institutions sur le cancer, puisque je rappellerai simplement que ce sont aussi les grandes institutions sur le cancer qui ont très vite réagi il y a assez longtemps en disant que, attention, si vous voulez être à zéro risque de cancer, il faut consommer zéro alcool. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le monde, les institutions sur le cancer ont été à l'initiative de la campagne du défi de janvier, Dry January. Hein, posez-vous la question de votre consommation d'alcool pendant le mois de janvier, faites le point et informez-vous sur les risques relativement à la santé et notamment sur le cancer. Et je pense que quand on passera le pas à ce niveau-là, on verra peut-être ces fausses représentations et ces fausses croyances ici sur des effets potentiellement protecteurs de l'alcool euh, diminuer un petit peu dans notre pays. Alors, juste pour dire, mais à quoi c'est dû tout ça? Là, je vous ai remis quand même une vieille étude du Lancet en 1987 qui montrait déjà très bien qu'avec très peu d'alcool consommé, vous voyez qu'on n'est même pas à un verre ici, on voit une augmentation du risque qui commence à apparaître ici et on est à l'échelle du verre par jour. Et eh bien, c'est beaucoup la faute aussi à l'industrie de l'alcool, hein. Il faut taper là où il y a les responsabilités. Vous avez même ici, je vous ai mis un exemple d'une publication qui montre ça avec un discours bien rodé des industries de l'alcool. Et je vous ai remis un petit peu des verbatims hein, qu'on retrouve dans l'article, nous disant que seules les fortes consommations induisent un cancer, beaucoup d'autres facteurs de risque que l'alcool, donc il n'y a pas que l'alcool, pourquoi se focaliser sur l'alcool? L'interaction des facteurs de risque, c'est trop complexe, on n'y comprend rien, ou la majorité des cancers n'est pas due à l'alcool. Vous voyez que le discours ambiant par les industriels, par aussi de nombreux politiques qui vont parler de l'alcool et de la santé, mais sans connaître les faits réels, nous induisent le grand public en erreur, et notamment ici sur une pathologie grave qui est celle du cancer, et dont on sait que l'alcool et l'acétaldéhyde sont vraiment des cancérigènes avérés. Alors, je termine par ça, juste pour dire que moi, en tant que président de l'Association française d'alcoolologie, je suis content ici, avec plein d'associations, de participer à la prochaine campagne du défi de janvier. Donc, l'idée, c'est aussi de beaucoup communiquer justement vers les professionnels et vers le grand public. Et ici, on propose cette année un outil qui est l'application qui s'appelle MyDéfi, mais qui va s'appeler pour le mois de janvier MyDéfi de janvier, qui est téléchargeable, hein. Vous avez les QR codes là et vous avez le site internet. Pourquoi je vous parle de cette application? C'est une application de coaching, c'est-à-dire que tout consommateur d'alcool, même quelqu'un qui aura un trouble dû à l'usage d'alcool, peut utiliser cette application. Et en fonction de son niveau de consommation d'alcool, il va recevoir des conseils personnalisés. Et en fonction aussi de l'évolution de sa consommation, eh bien, les conseils vont être personnalisés par rapport à l'évolution de sa consommation d'alcool. Je vous invite aussi à aller voir le site de la Société française d'alcoolologie, voilà, où nous organisons des journées nationales, des formations et aussi notre page Alcool Conscience, à laquelle a participé activement le réseau NACRE. Et nous allons afficher dans pas longtemps d'ailleurs tous les travaux sur cancer et alcool qui ont été faits et donc auquel le réseau NACRE a participé parce qu'il est parmi les grands thèmes choisis, on a choisi celui de alcool et cancer. Voilà, je vous remercie de votre attention.